Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Notre Julia préférée est un peu souffrante cet après-midi et cela fait un grand vide à l'antenne. Alors nous lui souhaitons de retrouver très vite toute sa voix et de retrouver sa place dans ce studio Coluche qui est le sien. Ils ont pour nom Condorcet, Laplace, Lavoisier, Monge, Cabanis entre autres. Ces savants du XVIIIe siècle ont pris une part active à la Révolution française. Je vous propose de nous pencher aujourd'hui sur le cas de certains d'entre eux et notamment sur le destin de Pierre-Jean-Georges Cabanis, un personnage relativement oublié par notre époque. Nous allons le faire à l'occasion de la parution d'une biographie que vient de lui consacrer le professeur Pouliquen. L'ouvrage s'intitule « Cabanis, un idéologue de Mirabeau à Bonaparte ». De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. On a beaucoup mis en avant le rôle des avocats dans la révolution de Mirabeau à Robespierre, entre autres. Cette profession a été particulièrement prodigue en personnalité révolutionnaire. On souligne aussi toujours le rôle de la franc-maçonnerie et bien entendu, nous allons aussi y revenir aujourd'hui. Mais parmi les têtes pensantes de notre révolution, au sein de ces élites qui, des princes éclairés aux ecclésiastiques engagés, ont permis l'avènement des idées des Lumières, l'une des catégories les plus représentées est bien celle des scientifiques. Alors je dis scientifiques, le terme est un peu anachronique. On parlait plutôt alors de savants. Mathématiciens, chimistes, physiciens, naturalistes, médecins, entre autres, ont joué un rôle important, qu'ils aient été députés aux États généraux puis à l'Assemblée constituante, conventionnels, représentants, membres des comités exécutifs, que sais-je. Les grands noms d'une science en pleine transformation ont participé à des titres divers et chacun à sa façon au processus révolutionnaire qu'ils aient été modérés comme Laplace, ou enragés comme Carnot, victimes comme Lavoisier ou Condorcet, idéologues, nous allons le voir, comme Cabanis, idéologue dans l'âme, voire carrément opposants comme Cassini, que l'on oublie souvent. Tous ces révolutionnaires étaient les enfants d'une autre révolution, celle du savoir et des sciences dont nous allons parler dans un instant. Ils étaient le fruit d'une longue démarche rationaliste engagée au début du XVIIe siècle, avec notamment Descartes, Pascal et d'autres, et qui devait aboutir à l'uniformisation des mesures. Une uniformisation tout à fait révolutionnaire. On peut dire que le terme n'est pas trop fort. Mesure de la longueur, avec la mise sur pied du système métrique, mesure de la masse avec l'institution du kilogramme et de toutes les unités dérivées, mesure du temps aussi, avec la décimalisation de l'année par le calendrier républicain. Alors on peut dire que cette dernière réforme est celle qui tiendra le moins longtemps, puisque Bonaparte, en devenant Napoléon, reviendra aux bonnes vieilles datations du calendrier grégorien. En tout cas, ce monde nouveau, où l'on compte en mètres et en kilos, où les départements remplacent géographiquement les anciennes circonscriptions confuses et concurrentes, où s'impose le français à l'échelle de tout le territoire, ce monde nouveau qui est aussi celui de la révolution industrielle, avec ses machines à vapeur, ses métiers jacquards, ses gueuses de fonte et ses machines de Perrier, ce monde neuf et en même temps relié au pur exemple antique, ce monde d'égalité et de liberté où soudain tout paraît possible, à commencer par l'enseignement pour un grand nombre, ce monde qui balaie en grande partie les ordres anciens avait bien des arguments pour séduire les savants. Après tout, comme nous allons le voir dans un instant, le mot révolution lui-même avait partie liée avec la science. Un extrait sur Europe 1 du Quatuor dialogué d'Henri-Joseph Rigel. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Alors nous sommes en compagnie de... J'attendais, non mais c'est assez étonnant, parce que vous voyez, j'attendais que Julia relance, mais il faut que je le fasse moi-même aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de l'historienne Nicole Dombre, qui est l'auteur notamment d'un ouvrage sur les savants en Révolution, qui avait été publié au moment du bicentenaire de la Révolution française, c'était chez Calman-Lévy. Et puis avec votre mari, Nicole Dombre, vous avez également publié une biographie de Lazare Carnot. Merci de nous avoir rejoints. Alors je parlais de ce terme de révolution. Au départ, quand on parle de révolution, on est en astronomie. Oui, c'est la révolution des planètes, des astres. Exactement. C'est la révolution des planètes et c'est justement ce sens que le mot révolution va perdre dans les années 85-87 qui précèdent immédiatement la révolution politique. Et c'est ce mot révolution qui va être utilisé pour la révolution scientifique qui se produit particulièrement dans le domaine de la chimie, la révolution chimique, avec le personnage emblématique de Lavoisier. Et j'aimerais citer un passage d'une lettre de Lavoisier à Benjamin Franklin en 1789. Benjamin Franklin est reparti aux États-Unis pour participer à la rédaction de la Constitution américaine. Encore un grand scientifique qui va beaucoup donner à la politique, en fait. Exactement. C'est l'inventeur du paratonnerre et c'est en même temps un des pères fondateurs des États-Unis. Et un ami de Lavoisier, un membre de l'Académie des sciences de Paris. Donc cet Américain à Paris, Lavoisier lui écrit, il s'est produit depuis votre départ en 1785 une véritable révolution. Voilà. Dans un domaine important des connaissances humaines. Donc c'est-à-dire que là, Lavoisier emploie le terme astronomique et il l'applique au monde des sciences, en fait. En le coupant complètement de son acception astronomique qui est, vous savez, mouvement orbital où finalement l'astre revient à son point de départ à intervalles réguliers. Alors là, ce qu'il veut dire, c'est plutôt un retournement. Et là, il dit rupture radicale. C'est ça, voilà. Donc la rupture radicale au niveau de la chimie, elle se produit effectivement, par exemple en 1787, quand est publiée la nomenclature chimique. Et cette nomenclature chimique donne à la chimie son langage d'aujourd'hui. Alors on sait que le roi Louis XVI avait une vraie passion pour tous ces savoirs scientifiques et l'on sait aussi qu'un certain nombre des académies d'Ancien Régime travaillaient à toutes sortes de réformes, de refontes. Au-delà de la transformation politique de la Révolution française, à laquelle nous allons venir tout de suite, il faut bien dire qu'il y avait un besoin, une attente des esprits de l'époque pour une uniformisation des mesures, des principes, des règles en général. Mmh. Une rationalisation, en fait. C'est ça, mettre la raison au pouvoir. Et en fait, s'inspirer pour cela de modèles scientifiques. Je pense que de ce point de vue-là, un Condorcet est très représentatif d'une démarche générale. Alors on va venir sur Condorcet, qui est une figure tellement attachante et passionnante, évidemment. Et tous ceux qui aiment le château de Villette, notamment, vont être ravis de nous entendre parler de lui. Et il faudrait parler aussi, évidemment, de Sophie de Grouchy, enfin de toute cette communauté, tout ce bouillonnement qu'il y avait, qui était un bouillonnement autant philosophique que scientifique, du reste. Mais ce que j'aimerais que nous disions, que nous précisions bien avant cela, c'est le rôle des savants en politique. A priori, un savant, notamment un mathématicien, puisqu'un grand nombre d'entre eux ont une formation de mathématicien, c'est quelqu'un qui n'est pas tellement impliqué dans la cité. Que viennent-ils faire dans les affaires publiques et pourquoi se mêlent-ils à ce processus révolutionnaire ? D'abord, je pense que au XVIIIe siècle, sous l'Ancien Régime, à partir du moment où les savants, la communauté scientifique, on peut grosso modo dire qu'elle correspond à l'Académie des sciences de Paris. Oui. Donc à peu près une cinquantaine de membres, donc un petit nombre de savants qui se connaissent. C'est une institution qui dépend de la monarchie. Donc il n'y a pas une coupure radicale du pouvoir politique et du pouvoir scientifique. C'est une institution qui fonctionne au service de l'État. L'État commande des rapports, l'État brevette des procédés, l'État utilise les savants
directement. On ne peut pas imaginer cette communauté scientifique comme un ensemble de savants en laboratoire, dans des tours d'ivoire. D'ailleurs, on parle de communauté scientifique en commettant presque là encore un anachronisme, puisque pendant longtemps, et en tout cas jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, les savants ont été des personnes très isolées. Chacun travaillait dans sa sphère, dans son monde. Mais vous avez tout à fait raison, parce que s'il y a une caractéristique de cette magnifique communauté scientifique française, je pense que c'est la communauté phare du monde en 1789. Bien sûr. S'il y a quelque chose qui est caractéristique de ça, c'est cet esprit de communauté. Donc, le savant isolé à la Galilée, le savant isolé à la Descartes même, ou à Newton. En fait, ce savant isolé, ce n'est pas le cas du savant français de 1789 qui travaille en collaboration. Non seulement dans le cas d'une communauté bien définie, l'Académie des sciences, bien sûr, mais en collaboration. Ce qui est permis par une culture interdisciplinaire. C'est-à-dire que ces savants, même s'ils sont mathématiciens qu'astronomes ou que ils ont un savoir chimistes, pas universel, mais presque, très étendu en tout cas, bien entendu, ce qui aide. Donc il y a cet aspect communautaire qui va jouer un rôle tout à fait essentiel. Et puis, on peut dire que lié de manière consubstantielle à la discipline scientifique, il y a cette foi dans un progrès aussi, probablement. Je pense que c'est sans doute ça qui lie les scientifiques aux politiques. Enfin, les députés des États généraux, par exemple, ils arrivent avec une chose en commun, je pense, c'est l'esprit des Lumières. Voilà. Donc, la communauté scientifique, s'il y a un ciment dans la communauté scientifique, c'est l'esprit des Lumières. Et l'esprit des Lumières, c'est tout d'un coup repenser le politique. Par exemple, au niveau politique, repenser la politique en fonction du bien public. Et voilà, donc ça c'est quand même très nouveau. Nous allons venir à tout cela à travers un certain nombre d'exemples, si vous le voulez bien, Nicole Dombre. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Je suis très heureux d'accueillir le professeur Yves Pouliquin de l'Académie française qui a dirigé le service d'ophtalmologie de l'Hôtel-Dieu de Paris. Vous nous disiez, professeur, à l'instant que les réunions académiques étaient très nombreuses entre tous ces savants. Oui, autant que je me souvienne, il y avait 3 réunions par semaine de l'Académie des sciences, 3 réunions par semaine de la Société royale de médecine, et que ces gens donc vivaient, les savants de l'époque vivaient en étroite communauté et en exposant les uns aux autres leurs travaux. Et lorsqu'on sait les liens qu'il y avait entre un Condorcet, un Buffon, un Vic d'Azir, etc., c'était des choses extraordinaires. Ça allait même de soi. Réunion physique et correspondance, ne l'oublions pas. C'est en vous entendant évoquer Buffon que j'y songe. Cette correspondance est extrêmement fournie. Cette espèce tous ces gens étaient en permanente liaison épistolaire aussi. Il faut surtout pas l'oublier, ce qui pour nous est très précieux, car pour un historien, une lettre est toujours plus intéressante qu'une conversation perdue dans la nuit des temps. Alors Nicole Dombre, cette figure de Condorcet, c'est celle qui revient le plus souvent. C'est un peu l'idéal du savant des Lumières. Je pense que la raison pour laquelle sans doute ça revient le plus souvent, c'est à cause de la tragédie, et bien sûr, d'une vie qui se termine dans un tragique absolu et qui paraît totalement injuste par rapport à un homme qui a consacré sa vie à essayer de mettre de la raison dans les esprits, avec l'importance qu'il apportait aux mathématiques, par exemple dans son système éducatif, le système qu'il avait prévu. Il voulait que les mathématiques servent de boussole pour l'esprit. Pourquoi ? Parce que les mathématiques apprennent à raisonner juste. Donc, Condorcet s'est impliqué à tous les niveaux dans cette révolution et c'était pas du tout un fanatique. Oui, il faut dire qu'il était, lui, de très bonne famille, aristocratique. Oui. Il a fait très tôt, très jeune, il avait 15 ou 16 ans, une thèse de mathématiques, mais tout ça n'était pas pris au sérieux par le milieu dans lequel il vivait, évidemment. Hein. Voilà. Il y a quand même chez Condorcet des raisons qui expliquent son engagement révolutionnaire, sa famille a toujours considéré qu'il dérogeait en faisant des sciences. C'était un homme d'un génie à 16 ans. Et ses publications sont déjà géniales et jamais il ne sera reconnu dans sa famille.
Et donc, il y avait aussi une façon d'en découdre, par exemple, avec le catholicisme chez Condorcet. Oui, très fort, oui. Il est voué à la Vierge par sa mère, qui est une personne extrêmement dévote. Et en fait, elle va l'habiller en fille pendant 7 ans. Et il va ensuite fréquenter un collège de jésuites où il ne trouvera pas ce qu'il cherche au niveau de son appétit de savoir, qui ne va pas du tout être étanché dans ce collège de jésuites. Donc, il y a chez Condorcet quelque chose quand même de sa vie qui explique un engagement aussi fort. Avec une très grande ambition qui est celle de diffuser le savoir. Hein. Il a un projet d'enseignement qui est très important. D'ailleurs, il est rapporteur en 1792, rapporteur du grand projet d'éducation nationale de 1993. Hein, Exactement. Et c'est à un moment où en fait, les priorités seront plus des priorités au niveau de la société, mais au niveau de la guerre. Et bientôt, ça va être la terreur, et il sera victime de la terreur. Alors, ça on connaît, hein, évidemment. Raconter en 2 mots ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire, en fait, il va proposer à la Convention une constitution. Et la Convention montagnarde va refuser cette constitution et il ne va pas pouvoir s'empêcher de dire que c'est une grave erreur que commettent les montagnards. Lui qui est girondin, il ne faut pas l'oublier, donc modéré, si on peut dire. Il n'est pas vraiment, il n'est aucune mouvance partisane. Condorcet n'est pas un homme de parti. Mais il va de ce jour-là pratiquement être décrété d'arrestation et il va s'enfuir pour échapper justement à la prison. Et c'est la fin tragique de Condorcet, arrêté à Clamart et qui portait toujours sur lui, en ayant compris que la révolution se radicalisait et qu'il risquait de mourir, il portait sur lui une bague dans laquelle il y avait du poison. Et quand il sera emprisonné, il n'attendra pas le jugement, il s'empoisonnera dans cette fameuse bague, avec un lien avec Cabanis d'ailleurs, parce qu'on dit que ce serait Cabanis qui lui aurait fourni le poison de cette bague. Oui, exactement, mais c'est un peu discuté. Moi, je crois qu'il est mort d'un accident vasculaire cérébral. Voilà. Il avait déjà fait un accident vasculaire cérébral 2 ans avant. Ah oui. Et c'est le professeur en médecine qui parle. Oui, voilà. Je me suis intéressé juste aux circonstances de sa mort. Oui. Et bien sûr, Cabanis s'est très impliqué puisqu'il lui avait procuré le poison. Un poison d'ailleurs qui n'aurait pas été découvert lorsqu'il a été arrêté. Ah oui, c'est ça. Et il n'est pas mort dans un tableau clinique d'empoisonnement. Alors tout à l'heure, j'ai dit de Carnot, de Lazare Carnot, qu'il était enragé. Je vous ai vu sursauter, Nicole Dombre. Oui. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Carnot, c'est un homme que je verrais comme un modéré. En tout cas, sur le plan politique, c'était un modéré. C'est un homme qui vient d'une vieille bourgeoisie provinciale, bourguignonne, qui partagera toujours les valeurs de cette bourgeoisie, la famille, une fidélité aux valeurs fondamentales humaines de son milieu. Et en même temps, c'est un homme qui est projeté dans la Révolution avec une formation de militaire. Et à un moment donné, en 1793, quand la France va avoir besoin de quelqu'un qui gère un programme de résistance nationale, elle va se retrouver finalement avec pas de militaires. Et c'est au fond cette carrière d'ingénieur militaire de Carnot. Les compétences d'ingénierie militaire étaient particulièrement requises à cette époque. On en manquait, en fait. Hein. Et je ne pense pas que Carnot serait entré au comité de salut public s'il n'avait pas cette réputation d'ingénieur militaire. Et d'organisateur. Voilà. Donc il va être appliqué dans un moment incroyablement radical de la Révolution pour ses talents d'organisateur de la victoire. Dans un instant, nous revenons à Carnot et à quelques autres. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous avons évidemment des réactions qui arrivent par Facebook, par Internet, donc n'hésitez pas. On nous demande de mentionner, alors Lavoisier, c'est fait. Laplace, oui, parlons de Pierre Simon de Laplace, personnage important. Alors là encore, on est dans la grande modération et dans une forme de sagesse, même, pourrait-on dire, Nicole Dombre. Oui, tout à fait, c'est intéressant. Pierre Simon Laplace, c'est un autre profil au niveau politique. C'est le savant qui sépare politique et préoccupations scientifiques. Et c'est un savant qui, dès la fuite du roi à Varennes, dès le moment où la révolution va devenir plus du tout évidente, en fait, il va pas s'exiler. Aucun savant n'émigre. Il va trouver refuge à Melun et se faire oublier. Ouais. Donc, il ne va pas jouer de rôle direct dans la Révolution, mais ceci étant dit, il ne va pas non plus il va jamais désavouer
c'est les amis qui lui sont proches et qui sont les membres de l'Académie des sciences qui s'impliquent dans la Révolution. Et comme un certain nombre de ses confrères, il est devenu ministre, mais alors ce sont des expériences ministérielles qui sont systématiquement courtes et décevantes, disons, chez tous ces scientifiques. On dirait qu'ils ne sont quand même pas faits pour l'exercice. Alors on a parlé de Carnot, qui est un cas tout à fait à part, mais qu'ils ne sont pas faits pour l'exercice du pouvoir. Je crois que ce que vous dites est particulièrement vrai pour Pierre-Simon Laplace, parce qu'après le coup d'État du 9 Brumaire, Bonaparte va le nommer ministre de l'Intérieur, un ministère extrêmement important qui couvre au moins une dizaine de ministères d'aujourd'hui. Et en fait, Laplace va se rendre compte qu'il n'est pas du tout fait pour être ministre. Et il va donner sa démission. Et en fait, Bonaparte va utiliser Laplace comme l'éclat du nom de Bonaparte pour en faire un chancelier du Sénat sous l'Empire. Alors, Condorcet, Carnot, Laplace, j'aimerais vous dire un mot de Gaspard Monge, et puis ensuite, bien sûr, nous en viendrons à celui qui est le cœur de cette émission d'aujourd'hui, à Cabanis. Évidemment, les Parisiens de la rive gauche connaissent Monge et ils savent qu'on lui doit l'école polytechnique, mais on ne sait pas généralement grand-chose de ce personnage qui était né au milieu du XVIIIe siècle, à Beaune, en Bourgogne, en 1746, qui a suivi... Son père était marchand. On est évidemment dans ce milieu, dans ce substrat marchand bourgeois qui va fournir à la France et bientôt à la République tous ces grands savants, bien entendu. Il fait ses études chez les oratoriens. On est donc dans une discipline extrêmement forte. Et puis, il les poursuit à Lyon. Et là, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est par ses capacités personnelles qu'il va se faire remarquer. Il est un dessinateur avant toute chose. Il va devenir évidemment le géomètre qu'on sait, mais il est avant tout un dessinateur extraordinaire. Il va faire un plan de Beaune qui est remarqué par l'état-major de l'école du génie de Mézières, et notamment par celui qui la dirige à l'époque, c'est-à-dire Bossuet, le mathématicien Bossuet, qui enseigne à cette école. Alors évidemment, Monge est d'origine trop modeste. Il n'a pas les quartiers de noblesse nécessaires pour intégrer les cadres de cette école, mais il va néanmoins y être employé comme dessinateur et très vite Bossuet, ayant repéré en lui ce qu'on peut appeler un véritable génie, va le pousser, va le soutenir. Il va inventer, ce Monge, un certain nombre de méthodes de représentation, notamment une méthode graphique tout à fait originale qui permet de définir le plan d'une fortification imprenable. Il ne faut jamais oublier, là encore, cette dimension d'ingénierie militaire extrêmement forte, extrêmement importante. Monge est de formation théorique, il est un mathématicien incontestablement, mais il a toujours cette grande passion pour la pratique, pour la technique. Il ne faut pas oublier que ces sciences du XVIIIe siècle sont largement des sciences appliquées et c'est fondamental. Ce qui n'empêche pas évidemment Monge de s'intéresser à la géométrie différentielle, à la géométrie descriptive, à tout un ensemble de calculs des variations. Ça me rappelle mes études scientifiques, tout ça, et ça me fait froid dans le dos pour tout vous dire. Enfin, il est le grand spécialiste de tout ça. Il adresse à l'Académie des sciences mémoire sur mémoire à ce propos. Il est membre associé de l'Académie des sciences pour la géométrie, justement. Il obtient un poste d'examinateur à l'école navale. Donc toujours cette dimension paramilitaire, en quelque sorte. Il participe à des travaux avec un certain nombre de chimistes autour de Lavoisier. Comme nous le disions tout à l'heure, vous voyez la dimension collégiale de tous ces travaux, de toutes ces recherches. Tout ce monde-là se connaît, travaille ensemble et correspond en permanence, notamment par voie épistolaire. Et puis, voilà que la Révolution va évidemment transformer sa vie. Il est un ardent défenseur des principes révolutionnaires. Il faut dire que, comme beaucoup d'officiers et de savants de l'époque, Monge avait été initié à Mézières, à une loge maçonnique, en l'occurrence l'Union parfaite du corps royal du génie, et par la suite il va s'inscrire à la fameuse loge des Amis réunis à l'Orient de Paris. Il est donc un grand partisan de la Révolution. Il est lui aussi nommé ministre, il est ministre de la Marine, évidemment, pour ses compétences navales dont on a parlé. Mais alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'en tant que ministre, il va s'occuper davantage de sciences, de progrès, d'organisation que de gestion politique et administrative de son département. Il reste quand même ministre un an, lui, d'avril 92 à avril 93.
C'est-à-dire que lorsqu'il s'en va, on est vraiment déjà en pleine terreur et depuis un moment. Il a veillé au bon fonctionnement des ports militaires. Il a développé alors toutes sortes de théories sur la poudre. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la fabrication de poudre est essentielle. Les armées révolutionnaires ont un grand besoin de poudre. Il a créé également des ateliers pour fabriquer des armes. On est dans cette situation d'extrême danger pour cette jeune république qui est agressée de toutes parts, intérieure et extérieure. Et c'est dans ce cadre qu'il va, enfin c'est pas dans ce cadre puisqu'il a déjà quitté à ce moment-là son ministère, mais il va créer l'école centrale des travaux publics. Alors pourquoi école centrale? C'est que toutes ces institutions révolutionnaires s'appellent centrales, ce qui donne bien d'ailleurs une idée de la volonté centralisatrice d'un pouvoir qui essaie d'uniformaliser les structures à l'échelle de l'ancien royaume. Alors il y a des musées centraux, il y a des administrations centrales, et là il y a une école centrale des travaux publics qui donnera bientôt naissance, et ce sera l'un des rôles de Bonaparte à l'école polytechnique, bien entendu. En 1796, il part en mission pour l'Italie, et c'est là qu'il va faire la rencontre de sa vie, si je puis dire. Alors ça, c'est assez étonnant de la part de cet homme qui a été révolutionnaire, qui a été un ardent républicain, qui rencontre le jeune général Bonaparte et qui va se prendre d'une véritable passion pour lui. Il suivra désormais Bonaparte, il l'accompagnera avec une sorte d'admiration sans borne. Il le rejoint en Égypte en 1798. Il créera d'ailleurs l'Institut égyptien au Caire. Il ne faut pas jamais oublier que c'est Monge qui en est le fondateur. Et puis, il accompagne Napoléon dans son retour un peu, comment dirait-on, un peu cavalier à Paris en 1799. Il ne faut pas oublier, là encore, que Napoléon est au bord d'un coup d'État, et Monge assiste à tout ça très heureux. Il sera bientôt, alors sous le consulat et le consulat à vie, il est extrêmement proche du premier consul, et puis il sera sénateur, grand officier de la Légion d'honneur, et sous l'Empire, il devient comte de Péluse. On comprend qu'évidemment, après les 100 jours après Waterloo en 1815, il soit brutalement chassé de l'Institut par la Restauration. Du reste, l'essentiel de sa vie est fait à ce moment-là. En 1818, Monge meurt le 28 juillet 1818. Vous savez que ses cendres seront transférées au Panthéon pour le bicentenaire de la Révolution en 1989. Voici ce que disait Charles Dupin en hommage à son maître Gaspard Monge qui venait de mourir. On est donc là sous la Restauration en 1818. Dans le court trajet de cette vie, quelques hommes supérieurs secondés par la fortune immortalisent leur passage et signalent leur puissance avec des œuvres qui triomphent des ravages du temps. Leur gloire est bien plus pure et bien plus noble encore, lorsque dans les âmes de la jeunesse, ils élèvent un édifice de science et de raison, lorsqu'ils y font éclore et fleurir le goût éclairé du beau, de l'utile et du vrai. Ça fera florès, cette expression. Lorsqu'enfin par leurs encouragements, leurs préceptes et leurs exemples, ils entraînent et dirigent une génération tout entière dans la voie laborieuse qui conduit à la prospérité, à la puissance, à l'illustration de la patrie. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous sommes toujours en compagnie de Nicole Dombre et du professeur Yves Pouliquen qui vient de publier chez Odile Jacob un Cabanis, idéologue de Mirabeau à Bonaparte. Alors Yves Pouliquen, vous nous disiez, parce que vous aviez consacré une biographie à Vicq d'Azir, il faut dire en deux mots qui était Vicq d'Azir. Vicq d'Azir était un médecin qui est un grand anatomiste, qui était membre de l'Académie des sciences, qui a succédé à Buffon à l'Académie française et qui est devenu le médecin de Marie-Antoinette et qui a vécu les affres de la terreur, a failli en mourir, mais il est mort de sa propre mort en raclant, lui qui était un grand savant, en raclant les caves de la République pour collecter le salpêtre et pour créer de la poudre en fait, pour défendre la patrie. Il y a une sorte de... Là, il y a une véritable épopée. Ce sont les savants de l'an 2, ça, Nicole Dombre. Ah, les savants de l'an 2, c'est une extraordinaire épopée. Tout d'un coup, l'Europe entière est coalisée contre la France. Les frontières, le pays est envahi au nord, en Alsace, en Savoie, dans les Alpes-Maritimes. C'est la situation est une situation d'urgence. Il faut faire face aux armées coalisées des monarchies européennes et on ne peut plus s'approvisionner à l'extérieur. Il faut trouver sur le sol national, par exemple, de quoi fabriquer la poudre.
Et le salpêtre qui venait de l'Inde, essentiellement jusque-là, eh bien, par exemple, on va trouver les moyens pour le faire extraire de toutes les caves, sur l'ensemble du territoire. Et en fait, il va falloir armer, habiller, équiper une armée de 600 000 hommes qu'on va lever en catastrophe. Et tout ceci va aboutir à, finalement, en 1795, à la dislocation de la coalition. Oui, c'est le vaincre et mourir de la terreur, de la période de la terreur. C'est ces 2 années terribles par ailleurs. Mais il faut quand même, je pense qu'on aurait, sans la participation active des scientifiques, ingénieurs, techniciens, je pense que la République n'aurait pas pu survivre. Alors revenons à Cabanis. Il a été votre... Je vais vous faire une précision, c'est Vicq d'Azir qui a sauvé Condorcet, car il était réfugié rue Servandoni, et c'est Cabanis qui, devant venir avec sa commission, sa session, pour fouiller les caves, a prévenu 2 jours avant Condorcet qu'il fallait qu'il fuit. Donc toujours cette solidarité oui, entre cette solidarité. Alors, oui, revenons à Cabanis. Je comme disais vous disiez. de Cabanis qu'il a été votre prédécesseur à l'Académie française, comme Vicq d'Azir d'ailleurs. Oui. C'est Napoléon qui l'a nommé, donc lui n'avait pas été élu. Voilà, c'est que lorsque Napoléon, agacé par les sciences morales et politiques, qui regroupaient tous les idéologues, a décidé de supprimer les sciences morales et politiques et de redistribuer les académiciens dans d'autres sections. Donc Cabanis est arrivé dans la section littéraire et il a retrouvé l'abbé Morellet, avec lequel il avait vécu rue d'Auteuil chez Madame Helvétius, et il faut dire que la confrontation de ces gens qui s'étaient fâchés au sujet de la Révolution était assez pittoresque. Alors ce Cabanis, ce qui est passionnant dans ce que vous nous racontez dans ce livre, c'est qu'il est un pur produit du siècle des Lumières. Absolument. Son père avocat, mais physiocrate en même temps, il y a tout ce mouvement favorable à une agriculture moderne et rationnelle. Il est né, si je puis dire, pardon pour l'expression, mais il est tombé dans le chaudron quand il était petit, ce Cabanis. Absolument, et son père était ami de Turgot, ce qui a conditionné aussi l'évolution, comme celle de Mirabeau d'ailleurs. C'était un peu le même schéma. Et il est allé, grâce à Turgot, il est venu à Paris, il a rencontré Monsieur Roucher, qui était poète, et Turgot et Roucher l'ont présenté à Madame Helvétius, donc l'ont vraiment mis dans le bain de la science parisienne de l'époque. Il faut expliquer en 2 mots qui était Madame Helvétius, ce salon incroyable qu'elle tenait à Auteuil, qui à l'époque n'était pas encore dans Paris, bien entendu. Non, bien sûr, était rue Grande, Grande rue d'Auteuil au 24. Elle s'était, après son veuvage, elle avait vendu la rue Sainte-Anne, qui était déjà un lieu de réflexion de tous les savants et tous les philosophes de l'époque. Elle a racheté donc cette belle maison, où se réunissaient presque quotidiennement la fine fleur de l'intelligence de Paris. Turgot aurait bien voulu épouser Madame Helvétius, qui n'a pas voulu, mais même Benjamin Franklin, qui était opposé au mariage, lui a fait la cour et pendant un temps a pensé qu'il pourrait l'épouser. C'est un personnage qui est très ouvert, Cabanis, et en même temps très ambitieux. On voit qu'il gravit un à un les degrés qui mènent vers sa gloire, si je puis dire. Je crois qu'il y a deux positions. La première, elle est médicale. La première, c'est qui est un outrage pour lui, c'est que la médecine n'est que l'objet des comédies, alors qu'en fait, la médecine doit devenir une science. Et il a raison, parce que jusqu'alors, elle est quand même très, très bafouée dans sa conception, dans la conception des maladies et dans les thérapeutiques. Ça, c'est son premier temps. Le médecin philosophe que veut être Cabanis, adepte de ce que la philosophie soit dans la médecine et la médecine dans la philosophie, reconnaît ainsi implicitement que la nature scientifique de cette médecine est loin d'être acquise, écrivez-vous. Voilà, alors ça c'est son premier temps. Mais comme il habite chez Madame Helvétius, qui a un vrai amour maternel pour lui, et qu'il est témoin de tout ce qui se passe en 89 à Versailles, alors là, la mission politique le chatouille. Il y va et il doit bien se placer pour que Mirabeau le remarque. Et voilà, et ça va marcher, du reste. Et ça va marcher. C'est assez étonnant. Alors, il fait néanmoins une carrière, on a envie de dire, sur les marges. Il n'est pas au cœur de la Révolution par rapport aux grands noms que nous venons d'évoquer dans la première partie de l'émission. Non, pas du tout, mais il est tout de même très proche puisqu'il est le beau-frère de Condorcet. On revient à Condorcet. Il a épousé la petite Charlotte, qui est la petite sœur de Sophie, et il restera très proche de Condorcet jusqu'à sa mort. Et donc, on va dire qu'il fait partie de cette fameuse communauté, il en tire le maximum. Sa carrière politique à lui démarre un peu plus tard, en quelque sorte.
Il a été assez adroit. Je dirais que comme Sieyès, il a survécu. Et c'est ça, voilà. Oui, et quand la terreur c'est tout de même a commencé, lui-même était suspect, déclaré comme suspect, mais là, il s'est étouffé. Il a écrit d'ailleurs son grand œuvre, c'est le rapport du physique et du moral chez l'homme, et c'est pendant ce temps-là qu'il l'a écrit. Et alors, encore un qui va succomber devant Bonaparte. Ah oui, mais c'est l'Institut qui succombe devant Bonaparte. Oui, presque tout entier. Il faut dire que là, Sieyès aussi, enfin Daunou, Volney, tous se sont épris de ce membre de l'Institut très fringant qui était Bonaparte. Il faut dire qu'il était, oui voilà, il faut préciser qu'il était membre de l'Institut, Bonaparte. Oui, il a été. C'est Monge qui l'a fait rentrer. C'est quand lorsque Lazare Carnot a été éliminé par le directoire. Par le directoire, il est obligé de s'enfuir. Exactement. Et Bonaparte va être présenté par Monge pour succéder à Lazare Carnot. Alors évidemment, il y a un terme sur la couverture de ce livre qui est un peu intriguant, un idéologue. Pourquoi parle-t-on d'idéologue à propos de Cabanis? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Un nouvel extrait sur Europe 1 de ce très électrique quatuor dialogué de Rigel. Il faut que vous nous expliquiez, Yves Pouliquen, ce qu'on appelle un idéologue. Pourquoi ce terme? Alors, le terme d'idéologue a été suggéré par Destutt Tracy, qui était le pupille, enfin l'élève chéri de Cabanis. Et alors, c'était une position qui se voulait débarrasser de tout lien déiste, très matérialiste, prétendant que les savants réunis, on revient aux idées que nous avions tout à l'heure, que les savants réunis étaient capables de s'occuper de la cité et d'imposer à la cité des règles rousseauistes peut-être un peu, oui, c'est ça. et tout de même un peu autoritaires. Et ce sont ces idéologues qui étaient très liés à la République, à l'esprit républicain, qui se sont dit pendant le directoire que cette République allait à volo et qu'il fallait qu'ils se réunissent au sein de l'Institut pour mettre en place Bonaparte, comme nous le disions tout à l'heure. Donc c'était une manière de penser entre savants philosophes pour créer pour la cité les meilleures règles d'exister. Et avec aussi un bon sens et un réalisme qui prétendait que le peuple n'était peut-être pas tout à fait encore mûr pour cette démocratie, mais qu'il fallait à ce moment-là créer l'éducation, donc on vient à Condorcet, etc. Oui. C'était dans cet esprit-là qu'œuvrait l'idéologie. On comprend qu'avec la Restauration, le retour à des valeurs catholiques, etc., les idéologues n'aient pas été en odeur de sainteté sous les règnes de Louis XVIII, Charles X, même, admettons, Louis-Philippe. Oui. Mais comment se fait-il qu'on ne les ait jamais vraiment réhabilités par la suite? C'est étrange, ça. Bien, ils ont été réhabilités par beaucoup de choses. D'abord, si Cabanis représente, si vous voulez, l'idée des idéologues, l'image des idéologues, on peut dire que dans la philosophie, au travers de Schopenhauer, il s'est traduit, qu'au travers de Freud, il a conduit à la psychiatrie, à la psychanalyse, en tout cas à la prédominance de l'esprit et surtout à la nature de l'esprit de l'homme. Non plus chapeauté par une volonté divine. Vous voyez, c'était très matérialiste. Et non seulement c'était matérialiste, mais si j'ose un terme, je dirais que c'était quasiment sensualiste. Il avait écrit ces rapports du physique et du moral de l'homme. Il faut que vous nous expliquiez ça. C'est une grande œuvre. 12 volumes. Oui, 12 volumes. C'est une grande œuvre qui s'attache à définir quelle est la pensée de l'homme. Mais la pensée de l'homme, elle est non pas ce que Descartes a prétendu, encore qu'on peut discuter là-dessus, je pense donc je suis, c'est je sens, donc je suis. Et non pas je sens par mes yeux, par mes oreilles. Je ressens presque, c'est ça. Ça, c'est Descartes qui disait je sens. Donc vous voyez que Descartes n'est pas si loin. Mais Descartes pensait que l'âme était à côté, alors que lui pense que l'âme finalement est indépendante de la psyché et que la psyché c'est l'esprit c'est l'homme et l'homme c'est son cerveau et son cerveau, le cerveau sécrète la pensée, dit-il, comme le foie sécrète la bile. Alors vous imaginez le scandale que ça a pu faire. Bon, et ce qui était
ce qui est remarquablement prouvé maintenant par les neurophysiologistes. Donc c'était un homme très, très ouvert et qui avait aussi, nous en parlions tout à l'heure tous les deux, qui avait de multiples facettes et qui avait presque prévu tout ce qui allait se passer, l'évolutionnisme. Il supposait même que l'origine de la vie pourrait appartenir à l'univers et non pas à la Terre. Enfin, c'était un homme assez extraordinaire sur ce plan-là. Est-ce que le fait qu'il ait si bien maîtrisé la médecine a joué un rôle? J'imagine que oui. Hein. Il était... Alors, je préciserai qu'il connaissait mieux l'histoire de la médecine qu'il n'était médecin lui-même. Hein, je pense qu'il n'a jamais été un grand médecin, même s'il a soigné Mirabeau, et on le lui a reproché parce qu'on a pensé que Mirabeau en était mort. Qu'il avait tué, oui. Mais je pense qu'il n'est pas non plus un grand philosophe, mais c'était un homme curieux. Un homme clairvoyant, intelligent, déterrant les idées, enfin, et même rassemblant les idées des Lumières, mais aussi déterrant des choses nouvelles, passant des Lumières au XIXe siècle. On a l'impression que d'une certaine façon, il synthétise ce qui s'est fait pendant les Lumières et qu'il a déjà des perceptions de ce qui se profile au XIXe. Ce que, par exemple, les philosophes, ce que Stendhal a découvert chez lui aussi, les gens ont puisé dans Cabanis parce qu'il y avait là un terreau nouveau. Il semble, nous dit Patrick, que les femmes aient joué un grand rôle dans ce mouvement scientifique des Lumières. Quels étaient les rapports de Cabanis avec les femmes? Pas très bons. Je crois d'abord, il est resté très longtemps avec Madame Helvétius. On s'est même interrogé sur le rapport. Mais quelle était la relation? Vous ne vous prononcez pas, vous? Non, parce que je pense... On a discuté à l'Académie de médecine des rapports possibles physiques entre Madame... Non, moi je ne le crois pas. Et l'abbé Morellet, qui était un petit peu méchant, avait dit oui, ils s'isolent souvent tous les deux, donc il y a peut-être quelque chose. En réalité, je ne crois pas. Elle aurait eu un fils du même âge, né la même année, et je crois qu'elle a transposé son amour maternel sur Cabanis. Mais Cabanis lui-même, quand il décrit dans ses lettres sur les femmes, d'abord il n'a pas épousé Charlotte pendant 3 ans, il lui a fait un enfant. Charlotte de Grouchy, donc, hein, la sœur de Sophie. Et en plus, quand il a écrit qu'elle était une très bonne femme, très gentille et tout à fait appliquée à ce qu'il fallait, et il a écrit d'autre part avec Mirabeau que la femme devait rester là où elle était, c'est-à-dire s'occuper de ses enfants, et puis point, c'est tout. Ce que Condorcet a contredit magnifiquement. Tout à fait. Elles jouaient un rôle essentiel, hein, ces femmes, Nicole Dombre, dans cette communauté de scientifiques et en même temps de politiques. Moi, je pense qu'un personnage intéressant, c'est celui de Madame Lavoisier. Par exemple. Tout le monde a dans les yeux ce tableau de David qui représente Lavoisier avec son épouse, qui en fait traduit les ouvrages scientifiques qui viennent des différents pays européens et qui est une véritable collaboratrice. Oui. Mais Sophie Condorcet aussi n'était pas dépourvue. Sophie de Grouchy. Hein. C'est Sophie Grouchy. Née Sophie de Grouchy qui va devenir l'épouse de Condorcet. Condorcet était aussi une personne très intelligente et qui participait aussi à la pensée de l'époque. Oui, donc on peut dire que elles ont été beaucoup plus importantes pendant cette période révolutionnaire et au-delà qu'elles ne l'avaient peut-être été au XVIIIe siècle. Quoiqu'au XVIIIe siècle, après tout, elles organisent des salons. Madame Châtelet. Madame Châtelet, exactement. Châtelet, c'était pas mal non plus. Je pense ce qui s'est passé, c'est Bonaparte qui a créé décision. Bonaparte a ramené les femmes intelligentes dans leur foyer et ramené à leurs conditions. Voilà. On me signale par ailleurs, c'est Claude qui me signale qu'une grande exposition sur Sadi Carnot, le physicien, donc on est dans la famille Carnot, on parlait de Lazare tout à l'heure, sur sa vie, son ouvrage fondateur de la thermodynamique, tout ça aura lieu à Nolay, qui est le berceau bourguignon de la famille Carnot, du 4 au 20 mai 2013. Merci beaucoup Nicole Dombre, merci beaucoup professeur Pouliquen. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui sort chez Odile Jacob, Cabanis, un idéologue, et maintenant nous savons ce qu'est un idéologue, de Mirabeau à Bonaparte.